Bonjour, bonsoir. Moi toujours en Côte d'Ivoire et c'est un plaisir pour moi rejoindre nous dans le moment ça sur plateforme pour moi porter pour nous deuxième partie dans entretien journaliste Jean-Dominique t'ai fait avec Gérard Chenet sur le communisme et le marxisme. Nous t'ai déjà dans la première partie à côté Jean-Dominique t'ai abordé avec Gérard Chenet parcours de Port-au-Prince pour arriver dans l'université Karl Marx de l'Allemagne de l'Est, côté l'Ital étudié pour apprendre un peu plus du communisme. Dans la deuxième partie d'entretien, il va parler beaucoup plus de l'expérience en France, parce que il était quitté Haïti, il était passé d'abord en France et ensuite pour aller en Allemagne. Il va parler de l'expérience dans la deuxième partie d'entretien et de déception tout par rapport à attente que tu as gagné et par rapport à l'étude que l'État va faire. Je vais parler en pile, je vais quitter nous avec Jean-Dominique et Gérard Chenet qui vont parler nous sur le marxisme et le communisme. Si je comprends bien, derrière les précautions de style de ton témoignage, il y a une constatation qui se dégage de ton expérience à l'Institut Karl Marx en Allemagne démocratique, en Allemagne de l'Est. C'est une déception. Une déception, on ne peut pas dire que c'est une déception. Le mot est trop négatif, justement, pour l'utilité de cette expérience. Et puisque cette expérience m'a permis de découvrir. Et ce sont de telles expériences qui permettent généralement d'approfondir davantage notre vision et d'atteindre la clarté. Donc elle ne peut pas être décevante. Non, et elle est ce que je ne pensais pas. Donc j'ai pu arriver, grâce à cette expérience, à voir les autres aspects qu'il y avait à découvrir. C'est les aspects cachés de cette expérience. Mais reprenons ce que tu viens de dire. La pensée de Marx, Engels et Lénine, pour toi, c'est une analyse des conditions sociales, économiques, des sociétés dans lesquelles ils vivaient, c'est-à-dire la fin du 19e et le début du 20e. Le début du 20e. Dans un contexte géographique bien précis, celui de l'Europe. Oui. Tu me dis donc que ce n'est qu'une analyse et cela ne saurait être ce que pour beaucoup cela est, un élément de construction d'une société, élément de construction valable sous tous les cieux et dans tous les pays. Cela impliquerait à dire que nous cessons de penser par nous-mêmes. Cela impliquerait à dire que c'est à partir d'une formule, d'un schéma, de l'analyse d'un autre qui a analysé des conditions particulières dans lesquelles il vivait, et que c'est à partir de ce schéma et de cette analyse que nous pouvons nous-mêmes construire notre pays, édifier ce large consensus, cette unité que nous essayons d'atteindre. Gérard Chenet, d'après toi, c'est pas possible, cette extrapolation d'une pensée européenne au reste du monde. Une extrapolation. Il est évident que cette pensée européenne puise ses racines aussi dans tout un courant philosophique qui puise encore ses racines depuis l'Antiquité. Donc, en toute analyse, en toute pensée européenne qui se dégage, correspondante à la sensibilité contemporaine, il y a, certes, humanisme fondamental. Il y a un humanisme fondamental qui puise ses racines et dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité philosophique. C'est évident. Mais et cette extrapolation ne suffit pas et pour nous permettre de dégager véritablement une doctrine, un enseignement pour notre propre épanouissement, car nous sommes conditionnés de toute autre façon que les pays européens, notre histoire, notre atavisme, les souffrances que nous avons endurées et qui ont laissé une sorte de traumatisme à nous-mêmes et qui déterminent notre pensée actuelle. Nous ne pouvons pas appliquer un schéma qui a été découvert par des personnes qui ont été autrement conditionnées. En d'autres termes, il n'y a pas, comme tu viens de le dire, d'application mécanique possible d'un schéma à l'autre. Il n'y a pas d'application mécanique possible. Mais l'expérience que tu as vécue en Allemagne de l'Est, plus de cette
de cette vie intellectuelle puisant aux sources de la philosophie marxiste, tu as aussi vécu le quotidien des étudiants à l'université Karl Marx, des hommes de tous les jours, classe moyenne, ouvriers, petite bourgeoisie. Alors comment ça se passe? Quelle a été cette vie quotidienne pour toi, venant d'Haïti? Je vivais leur frustration. Je vivais leur frustration avec eux, que je ressentais en même temps. Beaucoup de ces camarades allemands de l'université Karl Marx sont partis. Il n'y avait pas encore le mur de Berlin. Ils sont partis vers l'ouest pour découvrir ce qu'ils pensaient devoir être un horizon plus large, qui leur apportait plus de clarté, les choses. Et j'ai fréquenté surtout le monde étudiant. Quant au monde ouvrier, je ne veux pas me perdre dans une analyse sociale. Tu connais déjà l'histoire de l'Allemagne de l'Est et des révoltes qui se sont succédées en Allemagne de l'Est, de l'opposition entre le pouvoir public et la population. Et la classe ouvrière. La classe ouvrière. Oui, je la connais, mais nos auditeurs la connaissent-ils? C'est là la question. Et je crois qu'il serait important pour quelqu'un comme toi qui a vécu dans ce pays pendant combien de temps, Gérard? 4 ans. 4 ans, ça compte dans la vie d'un homme. 4 ans aussi, ça compte dans la vie d'un peuple. Et je crois qu'il est important de partager cette expérience du vécu, du quotidien, parallèlement à l'expérience intellectuelle de découverte d'horizons nouveaux et de découverte de limites posées à ces horizons eux-mêmes. Oui, c'était... Et aussi le malaise de ne pouvoir dire ce qu'on pensait. Et le malaise dans lequel on se trouvait quand on était obligé de surveiller sa langue à côté des étudiants et des autres étudiants. Il y avait certains. Police constante? Une police constante. La police était partout. Police politique? Une police politique. Et malaise, police politique, encadrement, suspicion, espionnage? Oui. Et malaise qui débouchait sur la peur et la neurasthénie de ceux qui vivaient la situation. La question que je veux poser, Gérard, est la suivante. Est-ce que tout ce que tu nous décris, et avec tant d'euphémisme, tout ce que tu nous décris là, et qui rappelle aux auditeurs beaucoup de choses familières dans notre pays, sous la dictature. Donc, est-ce que les choses peuvent se comparer? Mais, ce que tu nous décris là, ne peut-il pas être aussi mis sous le label la construction du socialisme dans un pays réclame de tous les citoyens une discipline quotidienne? Tu vois, c'est ça, qui finit par être une balance à la liberté individuelle. C'est ça qui est important. Oui, je suis bien d'accord que c'est la construction du socialisme et la construction d'un pays d'une manière positive doit être fondée véritablement sur une discipline quotidienne et dans tous les secteurs de la société. Et que cette discipline existait aussi en Allemagne de l'Est. Et que je peux dire que c'est l'un de ses aspects positifs, parce que la construction du socialisme dans ces pays n'est pas que négative. Il y a beaucoup de facteurs positifs aussi. Et la discipline en constitue aussi un facteur. Mais est compréhensible aussi que l'on ne puisse pas véritablement dégager une pensée de sa propre réflexion et de sa propre critique. Ce qui veut dire par là, Gérard, c'est que il y a une limite à cette discipline que requiert la construction d'une société selon un modèle déterminé. Il y a une limite à cette discipline, limite qui, une fois dépassée, met en danger de plus en plus la liberté individuelle de réflexion et de critique. De réflexion et de critique, oui. Même au sein de ceux qui acceptent la discipline
avec l'objectif de construire le socialisme. Oui, on a des exemples assez flagrants et assez illustres de par le monde, et de voir, par exemple, l'opposition qui a divisé Pol Pot et Samrin, je crois, au Cambodge. Au Cambodge, et illustre justement ce point de vue où même au sein de ce socialisme, il y a un idéal humaniste qui est empêché de fleurir et de s'exprimer, et par la rigidité et le sectarisme de ceux qui arrivent à dominer politiquement la scène politique, la scène. J'estime qu'il est important pour nous en ce moment de souligner, pour nos auditeurs et nos jeunes auditeurs, les problèmes qui se posent ainsi, parce que il y a à l'intérieur même du cadre rigide de la discipline requise pour construire un pays, il y a même, à l'intérieur même de ces cadres, des problèmes d'équilibre entre liberté individuelle et discipline collective. Ces problèmes d'équilibre se posent parfois tragiquement, comme Gérard Chenet vient de le rappeler, à propos de l'expérience cambodgienne qui, soulignons-le, a fait des millions de morts. Des millions de morts, c'est pas peu. On pourrait aussi parler de l'expérience éthiopienne. L'expérience éthiopienne. Je ne sais pas ce on pourrait en dire de l'expérience cubaine. Je me suis trouvé trop loin, mais... Tu n'as jamais été à Cuba? J'ai jamais été à Cuba. Mais Despestre y a été. Oui. Il n'a jamais raconté publiquement ses souvenirs. Et publiquement, non. Peut-être en aparté. Il m'a toujours semblé, sans vouloir me faire le porte-parole de Despestre, mais il m'a toujours semblé que Despestre a désiré s'en aller de Cuba au plus vite, et qu'il a cherché, et que ça a été pour lui véritablement un grand ouf lorsqu'il a pu sortir de Cuba pour aller et travailler à l'UNESCO. La question que je pose, Gérard, c'est que René Despestre, Gérard Chenet et d'autres peuvent être qualifiés d'intellectuels petits bourgeois. Est-ce que, congénitalement, sociologiquement, l'intellectuel petit bourgeois serait ainsi mal disposé, à cause de ses conditions de classe, à participer à une expérience de la construction du socialisme dans un pays? Est-ce que c'est une question réellement d'être un intellectuel petit bourgeois difficilement disciplinable, Gérard? Oui, mais je ne vois pas moi-même où tu tires la conclusion de cette question. Non, je pose une question, c'est une hypothèse. C'est une question, mais il y a une hypothèse dans la question. Il y a donc une thèse dans cette hypothèse aussi. Et cette thèse, d'où la puisses-tu? Comment un intellectuel petit bourgeois, et bien que cela rentre dans la catégorie d'une terminologie très marxiste aussi, intellectuel petit bourgeois, et comment peut-il ne pas s'assouplir, comment peut-il ne pas trouver la souplesse nécessaire pour s'adapter à un régime d'édification et de construction positive d'un pays? Comment est-ce possible? Je ne sais pas, je te demande, tu y as été, tu en étais. Est-ce que tu n'as pas essayé toi-même de faire l'autocritique de tes propres frustrations pendant 4 années de vie au sein de la société démocratique allemande? Oui, mais à qui est-il permis de considérer les autres comme ceux qui doivent uniquement suivre et écouter, et tandis que d'autres se considèrent comme ceux qui détiennent la vérité? Comment la lumière peut-elle véritablement sourdre et sans échange d'idées, sans controverse, sans dialogue? Il n'y a qu'un monologue dans ces régimes politiques. Et le monologue, dans un sens unique, le discours vient du pouvoir, et de celui qui dirige le pays, et uniquement. Il n'y a pas d'autres discours qui viennent d'ailleurs. Même au sein du parti? Même au sein du parti. Il peut y avoir des variantes sur le plan des structures, mais fondamentalement, le discours est le même et il est à sens unique. Même au sein de la classe ouvrière?
au sein de la classe ouvrière se trouve face. Tu considères la classe ouvrière en ce moment comme une sorte d'entité et elle est face à un pouvoir, elle doit s'exprimer face à ce pouvoir. Mais au sein même de la classe ouvrière, il est évident, et je pense qu'il est évident que les ouvriers se posent des questions, s'ils ressentent un certain malaise dans leur possibilité, dans leur capacité de s'exprimer vis-à-vis du pouvoir. Et se posent des questions et parfois trouvent des réponses qui débouchent sur la révolte ouvrière à Berlin, celle des ouvriers de Budapest ou celle de Hongrie, Hongrie, comme tu disais, ou de Prague. Ou de Prague ou de Varsovie. Ou de Varsovie. En d'autres termes, là aussi les dérapages sont possibles et l'ajustement entre la liberté de pensée des ouvriers et la discipline imposée ou la discipline nécessaire, cet ajustement lui aussi provoque des dérapages. Certes, il y a un mariage qui doit se faire entre l'expression, l'épanouissement individuel et l'épanouissement collectif. Et je crois que c'est souvent un faux problème que l'on soulève. Et l'épanouissement individuel, c'est d'abord le premier concerné. L'homme est le premier concerné. Et tout objectif d'un idéal humanitaire tend vers l'épanouissement de l'homme, de son bien-être individuel. Alors, comment peut-on opposer le bien-être individuel au bien-être collectif? C'est dans la mesure où chacun se sent bien équilibré, bien en harmonie avec son environnement, que le collectif lui-même présente un aspect harmonieux et d'équilibre. On ne peut pas séparer les deux termes. Et c'est une seule et même chose, l'individu et le collectif, et de même que la lumière et l'ombre, et toutes les antinomies doivent être envisagées sous cet aspect. Gérard, je vois que cette longue expérience africaine qui a suivi ton expérience allemande t'a plutôt ramené vers un individualisme, une espèce d'exaltation de l'individu. Puis, je ne sais pas si je me suis fait vraiment comprendre. Pour moi, il n'y a pas d'individu sans le collectif, et qu'il n'y a pas de collectif sans l'individu. L'individu ne peut pas véritablement s'épanouir dans un collectif ou stressé, dominé par le stress et les frustrations. Concrètement, Gérard, après avoir laissé l'Allemagne de l'Est, as-tu cessé d'être marxiste ? Je n'ai pas cessé d'être marxiste, mais je ne suis pas que marxiste. C'est-à-dire que j'ai dépassé le marxisme. Je pense que le marxisme a un ensemble d'idées, un corps d'idées, de pensées qui permettent toujours d'aller plus loin. Le marxisme nous a permis de voir comment une société, la société occidentale, et de l'Est, la société européenne de l'Est, comment elle a pu se construire à partir d'une analyse. Et bon, ils ont retrouvé un certain équilibre aussi. J'ai pas dit que c'était absolument négatif ce qui s'est fait, ce socialisme qui s'est construit dans les pays de l'Est. C'était un plaisir pour me présenter nos deuxième et dernière partie de gros interview ça que Gérard Chenet, un intellectuel, un marxiste, et by journaliste Jean-Dominique, côté où tu parlé de questions marxisme et communisme. Dans la deuxième partie ça, comme nous avons remarqué, Gérard Chenet a parlé de l'expérience en Allemagne de l'Est, côté que il est allé dans l'université Karl Marx pour étudier le communisme. Moi souhaite que vous apprendre en pile dans l'interview ça de intellectuel ça Gérard Chenet de parcours et que ça capable inspirer autour en tant que monde cap gourmet pour bagaille changer, pour capable prendre des engagements pour nous capable un jour retirer pays nous dans tout ça la vivre aujourd'hui. Moi suis content pour me présenter notre deuxième partie émission ça depuis la Côte d'Ivoire. Moi vais nous rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, pour d'autres émissions. Côté n'a parlé de Haïti, côté n'a parlé de mémoire et n'a parlé de
tout le monde qui fait Haïti bouger sur la plateforme. Au revoir, à la prochaine.